Cette webconférence s'intitule Le handicap, source d'inspiration pour les enseignants. C'est un titre, c'est court. En réalité, j'aurais pu nommer cette webconférence différemment parce que ce n'est pas le handicap en tant que tel qui est une source d'inspiration, c'est bien les ressources des personnes en situation de handicap qui sont source d'inspiration pour mon métier en tant que cavalier et en tant qu'enseignant. Le sommaire de cette présentation est le suivant. Je vais me présenter de manière assez détaillée, moi ainsi que le contexte, parce que ça va vous aider à comprendre quelle a été ma démarche. Je vais vous présenter ce qui pour moi a été une révélation lorsque j'ai vu un cavalier en situation de handicap à cheval. Et ensuite, je vais vous présenter un groupe mentor, c'est-à-dire un groupe sur lequel j'ai appuyé toutes mes recherches. Et grâce à ce groupe, j'ai changé ma manière de monter à cheval puisque j'ai retiré 4 fondamentaux principaux de leur capacité équestre que je mets en œuvre à la fois lorsque je suis à cheval et aussi aujourd'hui dans ma pédagogie. Donc pour me présenter en détail, je suis moniteur d'équitation depuis 1992. J'ai géré un centre équestre pendant 8 ans jusqu'en 2003. Et ensuite, je me suis spécialisé en équitation adaptée. Et depuis 2008, je suis expert fédéral auprès de la Fédération française d'équitation dans l'équipe Equiandi. Après avoir travaillé dans une association qui faisait de l'équitation adaptée et de l'équithérapie, en 2017, j'ai repris une activité à mon compte sous le nom de FH Equest, FH étant mes initiales, Equest, tout ce qui est lié au monde équestre. Et je pratique en particulier l'équitation de loisirs, pour laquelle j'ai un intérêt particulier, et aussi l'équitation adaptée. Pour vous décrire le contexte, j'ai eu un club dans la périphérie de Nantes avec un emplacement idéal. Et du fait de l'emplacement, le club était complet. Qui dit club complet dit chevaux extrêmement sollicités. Et progressivement, j'ai vu mes chevaux perdre le moral, d'une part, certains devenir boiteux, d'autre part, et c'est une situation qui ne me convenait pas du tout parce que j'avais l'impression d'être un esclavagiste et c'est pas du tout comme ça que je concevais mon métier. En plus de ça, j'étais un enseignant très technique, porté sur le dressage, moi-même cavalier de dressage et j'avais des équipes de cavaliers en concours club et amateurs en dressage. Pour moi, l'équitation, c'était avant tout connaître la technique équestre et mettre en place cette technique équestre. En 2003, je vends le club. En 2004, je change de cap et je décide de me former en équitation adaptée, d'une part pour élargir mon domaine de compétences à un public que je ne connaissais pas jusqu'à présent, et aussi parce que j'avais le souhait de remettre le cheval au centre de mon activité. C'est-à-dire, je ne voulais plus qu'il soit un outil, je voulais qu'il soit un partenaire. C'est pendant ma formation à Andy Cheval que j'ai eu une révélation. Et pour vous décrire la scène, il s'agissait de faire monter à cheval un jeune homme avec un très lourd handicap moteur qui se traduisait par une forte spasticité des 4 membres. La spasticité, c'est une raideur très importante, une très forte raideur du buste. Et le handicap était tel qu'on avait besoin d'un lève-personne pour mettre ce cavalier à cheval et que 3 personnes étaient autour de lui pour tenir le cheval d'une part, mais aussi assurer son équilibre et sa sécurité d'autre part. J'avais la chance d'être extérieur à la scène et ce que j'ai vu, c'est que dans un premier temps, le cheval a refusé de marcher. Malgré les sollicitations, il restait campé sur ses 4 pieds. Progressivement, il s'est mis en mouvement de manière un peu titubante et ensuite, il s'est mis à marcher de manière correcte, régulière, puis à marcher dans une très bonne attitude, une attitude telle qu'on la rechercherait sur un concours de dressage. Et ce qui était très intéressant vu de l'extérieur, c'est que à mesure que le cavalier se détendait, parce que la spasticité est une raideur musculaire qui peut lâcher, à mesure que je voyais ce cavalier se détendre, je voyais le cheval améliorer son attitude
Et au moment où le cavalier était complètement détendu et juste dans sa posture, le cheval était également juste dans sa posture. Et là, j'ai fait un lien que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'un cavalier sans technique, sans mettre en place de la technique, uniquement en modifiant sa posture, peut aussi modifier la posture de son cheval. Je suis alors rentré chez moi, je me suis installé à mon compte et j'ai observé mes cavaliers et me suis rendu compte que, avec un groupe mentor, un petit groupe que j'ai appelé le groupe mentor, les chevaux avaient une attitude qui exprimait du confort, du bien-être, aussi bien lorsque les cavaliers étaient à côté du cheval que lorsque les cavaliers étaient à cheval. Et ces cavaliers avaient cette capacité à réguler l'humeur du cheval, c'est-à-dire à mettre un petit peu d'activité chez un cheval plutôt mou, et au contraire à calmer des chevaux un peu toniques. Et lorsqu'ils étaient à cheval, ils avaient cette tendance à équilibrer les chevaux et aussi à améliorer leur locomotion par rapport à ce que je connaissais du cheval dans un autre contexte. Et je voyais même ces cavaliers arriver à avoir des chevaux qui tendaient vers une attitude juste. Alors je les ai observés, ces cavaliers, pendant 15 ans. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent, sans technique, à obtenir tous ces paramètres chez le cheval. Et de ces observations, j'ai isolé 4 fondamentaux. Et ce sont ces fondamentaux que je vais vous présenter maintenant. Le premier fondamental, c'est ce que j'appelle le fondamental mental ou la composante mentale. Mental, pourquoi? Parce que c'est une aptitude, un savoir-être qui fait que ces cavaliers sont ici et maintenant dans le plaisir avec leur cheval tel qu'il est. Alors, pour expliquer ça, je vais vous montrer une vidéo d'une cavalière qui s'appelle Fanny et qui monte une jument qui s'appelle Tétis. Mais pour préciser les choses, imaginons qu'un de vos cavaliers ou vous-même montiez un cheval avec une bonne activité. À ce moment-là, c'est assez simple d'être ici et maintenant et dans le plaisir parce que on profite de cette activité et on oriente cette activité en fonction des besoins. Maintenant, imaginez que vous montiez un cheval mou, un cheval lymphatique. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Le cavalier, il monte et généralement, immédiatement, il va rechercher un cheval actif, donc il va pousser avec son assiette, il va agir avec ses jambes et il n'est plus ici et maintenant avec le cheval. C'est-à-dire qu'il est dans une idée du cheval telle qu'il voudrait qu'il soit. Donc c'est ça, être ici et maintenant. C'est accepter le cheval tel qu'il est. Si le cheval est actif, d'accord, il est actif, on profite de cette activité. Mais si le cheval est mou, d'accord, il est mou et on le prend tel qu'il est. Je vais vous montrer l'exemple de Fanny. Il est très intéressant. Parce que la jument que Fanny monte, c'est une jument qui était une jument de club et qui ne voulait plus travailler en club. C'était compliqué de la faire partir au trot, pratiquement impossible de la faire partir au galop. Et 2 jours avant la vidéo que vous allez voir, j'ai fait monter la jument par une cavalière de dressage et la cavalière a eu toutes les peines à partir au trot et n'a pas réussi à partir au galop. Et là, vous allez voir Fanny qui est une cavalière adulte, qui a une déficience intellectuelle assez importante, une déficience visuelle et une déficience auditive. Et vous allez voir comme cette cavalière est posée sur la jument. Et vous allez aussi observer comme la jument est tranquille dans cette relation. Donc là, je vais vous mettre la vidéo. La voici. Donc voilà. Donc la vidéo est un peu floue, mais on y voit quand même l'essentiel. Donc vous voyez une jument qui est plutôt tranquille, qui a une petite locomotion de jument de club, mais néanmoins elle est posée sur le mors, elle mâchouille son mors tranquillement, et regardez la cavalière comme elle est posée. Là, elle exprime son plaisir en caressant la jument. Vous voyez que cette cavalière ne bouge pas du tout. Elle est ici et maintenant, complètement détendue, et vous allez voir un peu plus tard la jument au trot, et cette tranquillité au trot et cette fixité de la cavalière. Voilà, donc là la jument est au trot, toujours une petite locomotion, mais déjà une bonne activité. Et vous voyez que la cavalière, elle est complètement tranquille et vous voyez qu'elle galope facilement là où une cavalière confirmée galopait 2 jours avant n'arrivait pas à galoper. Et vous voyez, Fanny est complètement détendue à cheval.
Ce qui est rigolo sur cette scène-là, c'est qu'il y a une cavalière qui était présente et qui me disait j'ai un petit peu honte parce que moi je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Donc cette première composante, c'est la composante mentale. Et je vais vous parler de la deuxième composante que j'ai appelée la composante dynamique. Alors dynamique pourquoi? Parce qu'elle est liée au centre de gravité du cavalier qui, chez ces cavaliers du groupe dont je vous parle, a une capacité à être en permanence en accord avec le centre de gravité du cheval. Quel que soit le contexte, que ce soit dans une pente, une descente, en terrain varié, automatiquement, leur centre de gravité est ajusté à celui du cheval. Et c'est lié à deux choses. La première, c'est que naturellement, ces cavaliers ont un buste vertical. Et ce buste est vertical parce que naturellement, ces cavaliers se positionnent assis avec un bassin neutre. Ce que j'entends par un bassin neutre, c'est un bassin qui n'est ni rétroversé, donc ni voussé, ni antéversé, c'est-à-dire qui n'est pas cambré. Or, dans les années 80 en particulier, on nous a appris qu'il fallait monter à cheval en s'asseyant les fesses avancées. Et la manière que ces cavaliers ont de se positionner montre exactement l'inverse. Parce que lorsque vous êtes assis avec un bassin avancé en rétroversion, votre ventre est rentré. Et quand votre ventre est rentré et votre haut du corps un peu en arrière, eh bien votre centre de gravité est toujours un peu en retard par rapport à celui du cheval. À l'inverse, si vous êtes cambré, votre centre de gravité est toujours un peu en avance par rapport à celui du cheval. Eh bien, ces cavaliers qui n'ont pas accès à des notions aussi abstraites et fines que la rétroversion ou l'antéversion, naturellement se positionnent avec ce bassin neutre. Et c'est la deuxième composante que j'ai remarqué chez ces cavaliers. La troisième composante, le troisième fondamental, je l'ai appelé fonctionnel. Fonctionnel parce que j'ai remarqué que ces cavaliers sont complètement déliés à cheval. Toutes leurs articulations bougent et fonctionnent, ce qui les rend confortables pour le cheval parce qu'ils suivent absolument dans les moindres mouvements le cheval. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo avec, pour exemple, Stéphanie qui monte un cheval Navarro. Stéphanie est une cavalière adulte avec une déficience intellectuelle et aussi une déficience auditive. Et je vais vous encourager à regarder les détails parce que ces détails sont importants et c'est ces détails qui m'ont interpellé. En particulier, les actions de ses jambes, vous allez voir une parfaite indépendance des aides. Et ensuite, je vous invite à regarder sa colonne vertébrale et aussi ses hanches. Donc, je vais lancer la vidéo. Et là, voici Stéphanie, de dos. Donc, regardez, là, elle s'est arrêtée. Regardez le départ au pas. Et vous allez voir que uniquement les jambes vont agir. Voilà, il y a une parfaite indépendance des aides. Et quand ses jambes agissent, le reste ne bouge pas. Maintenant, regardez son dos. Et vous allez voir que sa colonne vertébrale, elle ondule. Elle ondule de droite à gauche. Si vous regardez bien, sa colonne vertébrale fait le même mouvement que la colonne vertébrale du cheval. Là, elle va repartir au pas. Et maintenant, je vous invite à regarder ses hanches, sa coxo-fémorale et son bassin. Et vous allez voir qu'il y a un complet relâchement au niveau de la coxo-fémorale et un fonctionnement du bassin complètement libre et qui suit complètement librement le dos du cheval. Voilà, c'est ce que j'appelle le fondamental fonctionnel, c'est-à-dire cette capacité à suivre le cheval dans ses moindres mouvements et qui est lié à un relâchement complet du cavalier. Je passe au quatrième fondamental que j'ai appelé le décentrage. Le décentrage, c'est quoi? C'est un cavalier qui est capable de porter son attention à l'extérieur du cheval. Par expérience, j'ai remarqué que lorsqu'un cavalier a une difficulté avec son cheval, il va porter son attention sur l'encolure du cheval, il va se concentrer sur l'encolure du cheval, et en faisant ainsi, très souvent, il vient ajouter du stress à la situation. Lorsque vous portez votre attention à l'extérieur du cheval, vous diminuez le stress du cheval, vous diminuez votre propre stress, et aussi vous avez une meilleure perception du cheval dans son ensemble. Lorsque vous regardez l'encolure du cheval, la perception que vous avez du cheval, c'est son encolure, sa tête.
quand vous regardez à l'extérieur, vous sentez le corps du cheval, l'avant, le dos et l'arrière, et vous obtenez un meilleur équilibre du couple cheval-cavalier. Ça, je m'en suis rendu compte en particulier avec une cavalière qui montait mon cheval, un petit cheval alezan que vous verrez plus tard, qui a un très gros défaut d'équilibre au galop. Et avec cette cavalière-là, il galopait en équilibre. Et je me suis dit, mais pourquoi avec elle et pourquoi pas avec moi? Et je me suis aperçu que le cheval au galop, en fait, elle bénéficiait des sensations du galop, mais elle regardait ailleurs. Et parce qu'elle regardait ailleurs, elle laissait le cheval fonctionner sous elle et le cheval arrivait à s'équilibrer. Donc voilà, c'est ce quatrième fondamental. Une fois que j'ai observé mes cavaliers, que j'ai isolé ces fondamentaux, je me suis dit, il faut absolument que je travaille mes chevaux en utilisant ces fondamentaux de la posture. Je me suis aperçu que c'était pas si simple parce que être droit, ok, être relâché, d'accord, mais en même temps être décentré et en même temps être dans le plaisir ici et maintenant, même s'il y a un problème, c'est pas simple. Et je me suis quand même aperçu que mes cavaliers, à ce niveau-là, étaient des vrais génies parce que moi-même, j'avais un petit peu de mal au début à réunir les quatre composantes. Néanmoins, en y travaillant, j'ai eu des résultats extrêmement encourageants parce que lorsque vous êtes dans cette posture-là, vous avez des chevaux qui adhèrent immédiatement au travail que vous leur demandez. J'ai même eu des surprises parce que il m'est arrivé de monter pour la première fois des chevaux extrêmement mous et dès lors que je me mettais à cheval et que je les acceptais dans leur mollesse, euh, d'une seconde à l'autre, les chevaux prenaient de l'activité. C'est comme si d'un seul coup, ils sentaient comme une autorisation de bouger, c'est-à-dire que le cavalier au-dessus, ne leur demandant rien de particulier, j'avais cette sensation que d'un seul coup, ils se sentaient libres et prêts à y aller. Et à chaque fois, ce sont des sensations vraiment très agréables. Et pour tous les chevaux que j'ai travaillés dans le temps, j'ai constaté très rapidement une amélioration de la locomotion et de l'attitude et sans force. C'est ça qui me fait vraiment plaisir, c'est que la force dans le travail n'existe plus. Et voici deux exemples de chevaux que j'ai travaillés. Donc à gauche, vous retrouvez la jument Tétis euh, que vous avez vue avec Fanny. Et vous voyez là la jument dans une attitude plutôt de dressage parce que elle avait pour objectif de faire des concours para-équestres dressage. Et à droite, vous voyez le double poney dont je vous parlais tout à l'heure, qui est plus un double poney qui travaille dans une attitude de loisir, donc avec la selle western, puisque j'ai aussi pratiqué l'équitation western. Vous remarquerez que les chevaux sont montés sans mors, et c'est vrai que le mors devient quelque chose de complètement accessoire pour moi, parce qu'aujourd'hui, mon équitation, c'est 90% de travail sur ma posture et 10% de technique. Et le mors, finalement, j'en ai plus tellement besoin parce que avec le décentrage, j'ai une perception globale de mon cheval et j'interviens sur tout le corps du cheval et très peu finalement sur la bouche. Ensuite, ces quatre fondamentaux, je les ai mis en place dans ma pédagogie. Alors, j'ai eu quelques hésitations parce que j'étais conscient quand même que ça venait bousculer pas mal de choses que les cavaliers ont pu apprendre avant, quand j'avais des cavaliers qui avaient déjà un historique à cheval. En revanche, c'était très facile de faire débuter un cavalier avec ses fondamentaux. Les résultats ont été rapidement très intéressants parce que quand les cavaliers montent en arrivant à mettre en place ces fondamentaux, qui prend très peu de temps, hein, en général en 1 heure ou 2, ils ont compris, ils ont vraiment le plaisir de créer une relation avec le cheval et de sentir que le cheval est confortable sous eux. Et aussi, ils ont le plaisir de sentir que quand ils modifient quelque chose dans leur posture, il y a une réaction quasi instantanée du cheval. Et c'est très fréquent qu'un cavalier me dise mais c'est impressionnant, j'ai relâché ma coxo-fémorale et tout de suite, j'ai senti que le cheval bougeait correctement dans son dos. Parce qu'effectivement, il suffit de relâcher peu de choses, de changer peu de choses pour complètement modifier
l'attitude du cheval et son fonctionnement. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que les cavaliers, très rapidement, arrivent à avoir une bonne sensation et une meilleure sensation des mécanismes du fonctionnement du cheval. Et lorsque je vois les chevaux de club travailler avec ces cavaliers qui sont attentifs à ces fondamentaux, je remarque des effets bénéfiques sur le cheval et je remarque une expression de confort. Par exemple, si vous voyez Tétis, donc c'est toujours cette même jument, celle que vous avez vue au début, et donc qui là a atteint son objectif de concours para-équestre, elle est sur un concours. Vous voyez une jument qui à la fois a une attitude juste et en même temps, si vous observez les yeux et les oreilles de la jument, vous voyez une jument qui est vraiment détendue. Dans la photo de droite, qui est un autre cheval de club, vous voyez un cheval qui est dans ce que j'appelle une cohérence motrice. Pour moi, la cohérence motrice, c'est une ligne du dessus qui est régulière. C'est-à-dire que le cheval est certes horizontal, mais vous voyez une ligne du dessus qui est ajustée. Pour moi, une ligne du dessus qui n'est pas ajustée, c'est quand un cheval a par exemple le dos creux, le rein ouvert et l'encolure remontée. Pour moi, quand je vois un cheval comme ça, je ne trouve pas de cohérence motrice. En plus, vous voyez le cheval, si vous regardez ses oreilles et si vous regardez son regard, qui est très attentionné au cavalier. Il a les oreilles en avant et il est complètement dans cette écoute du cavalier. Donc le cavalier, c'est Julien, qui est aussi un cavalier en situation de handicap, avec une déficience intellectuelle et aussi qui est un cavalier dans l'autisme. Excusez-moi pour le petit blanc. Voilà, je change de diapositive. Donc, quand j'ai commencé à travailler et à mettre en application ces fondamentaux dans ma pédagogie, j'ai tout de suite eu des constats vraiment encourageants. D'abord, ce qui était très encourageant, c'est que les cavaliers s'appropriaient facilement et s'approprient facilement ces nouveaux paradigmes. Une heure ou deux, et c'est réglé. Ensuite, et ça c'est très intéressant pour moi, mes cavaliers montent pour certains avec d'autres enseignants. Et lorsqu'ils montent avec d'autres enseignants parce qu'ils ont des objectifs de passage d'examens fédéraux ou de compétition, ils n'ont aucune difficulté. C'est-à-dire que le retour qu'ils me font, c'est que ce qu'ils apprennent avec moi, ils le réinvestissent avec d'autres enseignants. Et à l'inverse, les enseignants qui ont mes cavaliers en cours, ou bien ne me renvoient rien de particulier, donc s'ils ne me renvoient rien de particulier, c'est que je suppose qu'il n'y a rien de négatif et rien qui les mette en difficulté. Et pour certains me disent, mais c'est facile de faire travailler tes cavaliers, et on voit ta patte. C'est-à-dire quand on a un de tes cavaliers en cours, on sait que c'est un de tes cavaliers. Et ce qui est encourageant aussi pour un club, bien sûr, c'est que les cours sont complets. Et j'ai deux cours dans la journée, le jeudi matin à 9h30 et le jeudi à 14h. Et ces deux cours sont vraiment, il y a entre 9 et 12 cavaliers chaque semaine depuis des années. Donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation, et pour moi c'est important, c'est que une personne qui est en situation de handicap, c'est une personne qui a des ressources. Et je trouve quand même intéressant qu'on puisse avoir cette attention et voir ces ressources parce que elles nous permettent de les réinvestir. Je vais faire un petit aparté, mais si on regarde aujourd'hui cette vague de jeunes qui descendent dans les rues pour manifester pour la planète, eh bien cette vague elle est partie d'une adolescente suédoise qui est autiste. Et j'ai vraiment cette sensation que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que son autisme, c'est aussi une manière différente d'être au monde et que dans cette manière d'être au monde, elle a embarqué des millions de jeunes autour d'elle. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que travailler le cheval en ayant en tête son confort provoque systématiquement l'adhésion du cheval. Ça, je l'ai remarqué à 100%. Et ça dénote par rapport à ce qu'on a pu apprendre avant, en particulier dans les années 80, je reviens toujours aux années 80, où il faut résister et faire céder le cheval. Aujourd'hui, dans mon vocabulaire en cours, ça n'existe plus. Ce qui est important pour moi, c'est
au maximum de mettre le cheval dans le confort et que le cavalier se rende compte que le cheval est confortable. Dans mes cours, sans arrêt, je renvoie les cavaliers au confort du cheval. Je leur dis là, sans ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est bien, le cheval est confortable, ce sont des sensations à garder. Et pour finir, nous sommes en 2019, et en 2019, les cavaliers et la communauté scientifique s'entendent pour dire que le cheval, c'est un animal qui sent le bien-être, qui sent le mal-être. C'est un animal qui a des émotions positives ou négatives. Et moi, en tant qu'enseignant, je me suis dit, je ne peux plus concevoir le cheval de club comme un cheval de rame, parce que le cheval de rame, ça renvoie bien à la galère qu'on lui fait vivre. Et dans la mesure où en plus les cavaliers sont sensibles à ça, il faut absolument que mon travail soit un moment de bien-être autant que possible pour le cheval. Pour en savoir plus, je vous propose une petite bibliographie, en particulier le livre de ma collègue Emmanuelle Tison, comment les chevaux, au-delà de l'équithérapie, ou comment les chevaux changent notre regard sur le handicap. C'est un livre qui est sorti au mois de décembre aux éditions Brochet. Et ensuite, je vous invite à voir les prochaines webconférences de l'IFCE, donc le 26 mars, que faire des déchets issus des soins vétérinaires. Le 28 mars, le cheval, un athlète d'exception. Et pour l'ENE, le 2 avril, création d'un parcours de